Challenger is coming. C'était pas sûr, mais cela se confirme. Will, je vais te demander de ronger ton frein. Les supporters vont être obligés de patienter. Je vais donner la parole à Moufette. Ça fait longtemps, Moufette. Moufette qui est au cœur de la... J'étais venu t'étais là pour écouter. Ah, mais tu fais chier aussi, d'accord. Bon, bah, faut que je sache. Ok, d'accord. Je sais pas. Non, je mens. Je sais pas, mais c'est juste, je viens d'arriver, donc je sais pas de quoi ça parle. Et bah, on parle de dysphorie, de chirurgie, de nukisme et d'idéologie, en gros, un petit peu. Et bah, du coup, la thématique de la soirée, c'est est-ce que la transition, bah, du coup, est une maladie à prendre en compte à ce niveau d'intérêt qu'on lui donne aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un lobbying dû à WPATH, je sais pas si je le dis bien, mais WPATH, qui du coup serait une sorte de lobbying, on va dire, voilà, sur le côté médical, etc., avec Trans Santé France. Et on se posait bah, du coup la question sempiternelle sur la transition, la légitimité de la transition, le fait que la transition pourrait prendre effectivement des gens qui ne seraient pas en dysphorie, mais plutôt avec des maladies de type anorexie, autisme ou autre, et effectivement se faire happer par peut-être une idéologie, etc. Et donc en gros on était un peu sur tous ces sujets qui sont évoqués dans le documentaire de Sophie. Voilà. Donc vous faites. Ok, ouais. Moi ouais. j'avoue j'ai regardé une demi-heure, puis après bon j'avais pas envie de regarder des images de boucherie, ça m'a saoulé donc j'ai arrêté. Voilà, j'ai pas été plus loin. Donc pour toi ça reste de la boucherie du coup les images qui sont. Ah bah oui mais attends, c'est de la boucherie certes, mais bon. Mais même les personnes trans qui passent sur le billard, elles ont pas forcément envie de voir les images de ce qu'on leur fait. Hein. Je pense que personne n'a envie de voir l'opération qu'on leur fait, tu vois. Et alors du coup, ton avis... Vas-y Sophie, pardon. Non, je disais c'est important d'être informé. Oui, oui, mais ces vidéos existent, mais bon, je sais pas, tout le monde n'a pas envie de s'infliger ça. Et alors du coup, pour toi, est-ce qu'il y a un lobbying trans qui s'est un peu infiltré dans le milieu, on va dire, lesbien, gay, etc. Attends quoi? Qu'est-ce qu'on entend par lobbying trans dans le milieu lesbien? Lobbying, en gros, ils ont essayé, on pourrait même dire OPA hostile dans la façon dont c'est évoqué par Sophie, c'est-à-dire en gros, le militantisme trans a pris le pas sur le militantisme gay, lesbien, etc. et essaye d'imposer, on va dire, ses problématiques face à des problématiques peut-être féministes, etc. quitte à marcher sur des problématiques de type féministe, etc. Oui, bon, déjà comparer ça à une OPA, ça me semble un peu éloigné, non? Enfin, je fais exprès, non mais je prends des mots forts. Hein. Mais non, c'est des, comment dire, disons que le paysage militant c'est clivé ou alors c'est réuni de façon un peu naturelle. Hein. On a des groupes de féministes qui se positionnent anti-trans ou alors, comment on peut dire, critiques du genre ou abolitionnistes de genre. Voilà, maintenant c'est leur position. Il y en a qui ont viré à droite et à l'extrême droite, hein, comme Dora Muto, Marguerite Stern. Coucou Marguerite Stern. On arrête avec ce délire aussi, hein. C'est bon. Oui, mais Marguerite Stern, elle passe pas parfois des vacances chez vous, je crois, des fois. Donc bon, oui, c'est sûr qu'aborder le sujet, c'est un peu chiant. Le prochain qui me traite d'extrême droite, c'est direct au procès. Hein. J'ai pas dit extrême droite. J'ai simplement dit qu'elle passait parfois des vacances. Les accusations d'extrême droite, c'est fait pour museler les critiques du genre qui sont majoritairement des gens de gauche. J'ai rien dit. C'est des gens de gauche, d'extrême droite. Oui, non, c'est bon, le côté. Parce qu'on n'a rien à dire, on parle d'extrême droite. Ah, mais j'ai pas dit qu'elles étaient d'extrême droite. J'ai dit qu'elles étaient invitées globalement que par des chaînes d'extrême droite. Oui, parce que non, mais elles vont là où elles peuvent, hein. Parce que la gauche, hein, terminé. Ah oui, donc du coup, c'est bien de trahir ses valeurs pour aller qu'à l'extrême droite. Non, mais il y a aussi beaucoup de gens de gauche qui parlent et qui sont critiques du genre. Il y a même des anarchistes, il y a toutes sortes de personnes. Mais vraiment, il y a que l'extrême droite qui vous intéresse. Hein. C'est un peu obsessionnel. Hein. Non, j'ai rien dit. Mais j'ai rien dit. C'est dingue, j'ai même pas abordé le sujet. Si. On peut faire un Willy Brain, hein, d'ailleurs. Ok, non, bon bref, allez, j'ai simplement dit qu'elle venait à la maison de temps en temps, c'est rien de méchant, hein. Bon, bref. Oui, et où est-ce qu'on était? Oui, je disais, le paysage féministe, c'est de lui-même clivé, a évolué de cette façon. Il y a un truc plus naturel qu'autre chose qui s'est opéré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une OPA, il n'y a pas, je veux dire, c'est des sensibilités idéologiques, c'est des gens qui discutent dans des assos, est-ce qu'ils sont d'accord ou non entre eux? Donc l'évolution de certaines institutions féministes vis-à-vis de positions plus queer ou trans-friendly, c'est un truc qui s'est fait naturellement. Et par naturel, j'entends pas forcément un truc joli, hein. Des fois c'est des rapports de force, c'est des gens qui se font dégager d'assauts, c'est des gens qui essayent de reprendre les assauts, mais ça fonctionne comme ça dans toutes les assauts. Quand il y a des divergences idéologiques, il y a un clash, donc c'est pas spécialement une espèce de complotisme lobbyiste, non, c'est juste
l'évolution naturelle d'un champ idéologique dans des assos, quoi. D'accord. Et est-ce que tu entends, alors t'étais pas là tout à l'heure, il y avait Primum, lui il se posait la question en tant que chirurgien plutôt sur l'éthique, en dehors de la morale, de est-ce qu'il faut le faire ou non, sur l'éthique des chirurgies du coup qu'on pratique qui sont extrêmement lourdes, et est-ce qu'elles sont vraiment nécessaires, tu vois, le bénéfice-risque, etc. Sophie disait effectivement que semblerait-il ce serait débunké sur les suicides, etc. Et toi qu'est-ce que tu penses de la chirurgie de réassignation du coup sexuelle au niveau du coup de la pénoplastie, etc. Comment tu vois tout ça toi de ton regard? Déjà, il faut rappeler que la chirurgie, elle était imposée aux personnes trans dans leur parcours de transition avant. C'est-à-dire que c'était même pas un choix, c'était obligatoire. Et précisément, politiquement, certains mouvements trans dans le courant des années 90 se sont structurés pour essayer d'avoir des parcours de soins qui évitent d'imposer cette opération justement pour avoir le droit d'accès aux hormones et compagnie. Aujourd'hui, la réalité, c'est que si on prend les statistiques, par exemple des femmes trans qui se font opérer, il y en a seulement 18% qui se font opérer. Donc la majorité des parcours, c'est des femmes trans qui vont prendre des hormones, qui vont faire des modifications physiques comme le visage, les seins, tout ça, mais qui vont pas aller au bout du compte se faire opérer. Et pour ce qui est des personnes opérées, on a différentes études qui montrent que le taux de regret il est faible, et le taux de regret il est faible aussi parce que au final il y en a pas beaucoup qui passent à l'acte. Ça veut dire que les personnes qui ont vraiment envie de le faire le font. Et du coup, c'est une situation qui est assez réfléchie chez elles et elles le font. Et voilà, il y a très très peu de taux de regret. Il y a plus de taux de regret qui est quand même faible vis-à-vis des débuts de parcours de soins de transition. Mais quand il s'agit d'une opération, il s'agit déjà de personnes qui ont déjà passé plusieurs années sous hormones en ayant la vie de l'autre sexe, l'autre genre, comme vous voulez l'entendre. Et donc, c'est un choix qui est réfléchi. Et même de la part du personnel de soins, que ça soit les psychiatres ou les chirurgiens, généralement, on suit une personne pendant longtemps à l'hôpital et je crois que le délai d'attente, par exemple en France, il est autour de 3 ou 4 ans, parfois plus, pour laisser le temps à la personne que sa décision mûrisse, mais aussi parce que la liste d'attente pour l'opération, elle est assez forte. Donc voilà, globalement, généralement, c'est des décisions qui sont très réfléchies. Certes, c'est des opérations qui sont lourdes. Moi, personnellement, j'ai pas envie de la faire parce que c'est une opération qui est lourde, parce que c'est de la convalescence, c'est de la douleur et tout ça. Et j'ai autre chose à faire de ma vie que ça et que, je sais pas, mon corps me plaît tel qu'il est, quoi. Je m'en fous. Mais voilà, moi, j'en connais des personnes qui ont fait l'opération. Elles le vivent bien. Hein. C'est un choix, c'est un choix qui appartient à chacun de. Ça dépend comment tu appréhendes ton corps, si tu as envie d'aller plus loin et tout ça, quoi. D'accord. Sophie. Oui, alors, il y a une chose dont on parle des études, c'est très important d'en parler des études. D'ailleurs, Victoire m'avait interpellé là-dessus à plusieurs reprises. Alors, j'ai mis 2 liens avant l'émission. Je renvoie les spectateurs sur ces 2 liens de Google Doc qui ont été mis au point par mon amie Magali Pignard. Magali Pignard qui est membre de Paris, l'association des personnes autistes, et elle fait un travail de veille depuis plusieurs années maintenant sur les fameuses études. Alors je voudrais juste vous expliquer dans les grandes lignes le contexte, parce qu'il y a une guerre d'études en fait dans les milieux transactivistes et ceux qui sont opposés à ça. Donc je vous renvoie à ces 2 Google Docs qui sont extrêmement riches, extrêmement documentés. Donc sur la page YouTube de mon film, le nouveau, là, Mauvais genre, un scandale sanitaire. En gros, il y a des personnes qui étaient au départ des médecins, des psychologues, des psychiatres et des médecins, des neurologues qui étaient qui aidaient des personnes transsexuelles à transitionner. Qui ont commencé à avoir cette espèce de vague de délire. Aujourd'hui, l'opposition en fait à ces délires idéologiques, il est venu au départ de personnes qui participaient à ce travail-là, mais avec le sens de la mesure et de la raison, et qui ont vu une espèce de vague idéologique débarquer et ont voulu mettre des garde-fous et qui n'étaient pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Donc il y a les transactivistes inondent le marché d'études. Il y a énormément d'études. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, des associations en fait, donc SEGM, Transgender Trend, GenSpect, qui sont des psychologues, des psychiatres, des chirurgiens, des neurologues, etc., des biologistes, des médecins, toutes sortes de personnes. Mais au départ, le gros étaient des gens qui transidentifiaient des personnes, mais qui étaient raisonnables, hein, et puis d'autres qui sont venus s'adjoindre à ça, et qui font un énorme travail de débunkage et de contre-étude. D'accord ? Donc ça, c'est ce que renseigne Magali Pignard. Et je voudrais vous donner quand même quelques repères
Donc ça, parce que les gens, on brandit les études, c'est facile d'avoir l'air d'être scientifique quand on brandit les chiffres, les études. C'est un poème en fait, hein, de tout ce bullshit sur les études. Une étude, c'est on prend un échantillon de personnes qu'on espère représentatif, qui doit d'abord être représentatif pour mesurer un effet. Donc on doit choisir un échantillon de personnes qui doit être représentatif de ce qu'on cherche à mesurer. On doit donner une méthodologie sur ce qu'on veut mesurer. On collecte des chiffres et après on les interprète. D'accord ? Donc il y a plein de trucs que je vais dire extrêmement rapidement. Une étude, c'est pas un sondage. Cet échantillon ne peut pas être fait sur un sondage. Le fameux discours sur sinon ils vont se suicider, c'est venu sur un sondage internet fait par Trevor Project. C'est une association transactiviste australienne qui, il y a 3-4 ans, avait demandé sur des réseaux sociaux à la population LGBT, hein, pas la population des jeunes trans, mais la population LGBT en général, manifestez-vous ceux qui ont eu envie un jour de se suicider, qui ont eu des pensées suicidaires. Donc c'était un sondage sur internet de gens qui n'ont jamais été rencontrés, et parmi ces gens-là, ceux qui évidemment ont eu des pensées suicidaires se sont manifestés pour répondre à ce sondage, et c'est comme ça qu'on a obtenu le chiffre de 46% qui a été attribué après aux jeunes trans, alors qu'en fait c'était un banal sondage sur internet qui concernait l'ensemble de la population LGBT, population qui avait eu envie de se suicider. Donc c'est complètement délirant d'appliquer ça. C'est pour montrer que en fait une étude ne peut pas être faite sur un sondage. On peut recruter éventuellement des gens sur internet, mais après il faut une méthodologie très spécifique pour et ne pas faire de tri en fait sur les personnes qu'on reçoit. Ça suppose aussi que ces échantillons... Alors déjà, une étude, pour qu'elle soit valable, il faut qu'elle soit répliquée. Une étude qui n'est jamais répliquée, et il y a beaucoup d'études qui ne sont jamais répliquées, ça n'a aucun sens. Il faut que l'échantillon soit valable. Sur des questions de ce genre-là, il faut des milliers de personnes. La plupart des études, parce que le marché, en fait, il y a quasiment toutes les semaines, hein, il y a des études qui disent que les trans vont très bien et que sinon ils iraient mal et que c'est formidable la transition. C'est des échantillons de 30, 40 personnes, 75 personnes. Enfin, c'est des échantillons qui sont ridicules. Il y a souvent aucune data, aucune information sur la manière dont les gens sont sélectionnés, ou quand il y en a, c'est du bullshit complet. Enfin, c'est des choses qui sont aberrantes. Il y a une problématique de taux de suivi. Je vais très rapidement, mais je vous invite à aller voir les deux Google Docs établis par Magali Pignard, qui vont donner énormément d'informations très intéressantes. Parce que quand on parle de science, il faut savoir de quoi on parle, hein, et pas raconter n'importe quoi. Ensuite, vous avez donc il y a une problématique de taux de suivi. Quand vous engagez des personnes qui vont être des cobayes dans une étude, il faut que vous ayez le même échantillon à la fin. Et or, il y a des gens qui se désengagent des études. Pour être honnête, ça arrive dans toutes les études. Vous avez une perte, en fait. Et la problématique du taux de suivi, elle est énorme. Dans les études sur les transactivistes, toutes les études qui sont censées mesurer le bien-être des personnes à post-transition, on a entre 20 à 80% de pertes dans un échantillon, 20 à 80%. Or, communément, on pense que en dessous de 50%, quel que soit le type d'étude, quel que soit le domaine d'étude, autour de 50%, ça peut aller. Mais si on a des tout petits échantillons, déjà 5% sur un tout petit échantillon, ça a beaucoup plus d'impact que 5% sur des milliers de personnes. Mais au-delà de 5%, et si on atteint les 20%, ça remet complètement en question la valeur de l'étude. Et on a souvent entre 20 à 80% de pertes de suivi. Et c'est un problème majeur quand on veut prétendre mesurer l'impact des traitements de réassignation sexuelle sur les personnes qui transitionnent, c'est que la plupart du temps, elles disparaissent de la circulation sans se manifester, et sans manifester leur désir d'arrêter leur transition. Elles juste disparaissent dans la nature, il n'y a pas de suivi. Ensuite, il y a une problématique de mesure de la durée. Donc, il y a une problématique aussi de méthodologie, quand je vais venir là-dessus. Il y a des études, par exemple, qui prétendent démontrer que les transactivistes, les personnes transidentifiées se sentent très très bien après les traitements de réassignation sexuelle. Mais en fait, on se rend compte dans l'analyse de cette étude, c'est que si vous êtes une personne qui vous considérez comme détransitionneur, vous n'avez pas le droit de répondre à l'étude. Vous ne pouvez pas participer à l'étude. Dans d'autres études, donc en fait, ils ne prennent que des personnes qui se considèrent comme transsexuelles pour mesurer l'impact de la transition, ce qui est évidemment un biais colossal. Enfin, c'est clownesque. Oui, mais ça, c'est au début de l'étude, non ? Vas-y, termine. Dans d'autres études, qui prétendent toutes ces faisceaux d'études prétendent mesurer et revendiquer scientifiquement le bénéfice des traitements de réassignation sexuelle sur des personnes trans.
Dans d'autres études, vous n'avez le droit vous ne pouvez être prise en considération que si vous avez suivi la chirurgie du bas. Bon, justement, là, il y a plein de gens qui ne la subissent pas parce que c'est trop violent. Mais par exemple, une personne comme Keira Bell, qui est une femme qui a été transitionnée homme à l'âge de 16 ans, qui a été transitionnée et qui est à l'origine d'un combat judiciaire qui a abouti à ce que le NHS, le système de santé britannique, arrête les boulots de liberté, eh ben, elle ne pourrait pas être considérée comme des transitionneurs dans cette autre étude. Vous voyez, parce que c'est des biais qui sont énormes. Il y a des problèmes de méthodologie, de qu'est-ce qu'on mesure dans certaines études qui prétendent définir le taux de satisfaction des personnes transitionnées. Ils n'acceptent de prendre en considération la non-satisfaction que lorsque des personnes se sont retournées contre leur chirurgien avec des documents écrits. Ça ne correspond pas du tout à la réalité des faits. Dans la réalité des faits, les gens disparaissent et ne se manifestent pas. En fait, il n'y a pas de suivi du tout. C'est un problème majeur, c'est qu'il n'y a aucun suivi de la santé des personnes trans. Et comme il y a un pouvoir, il y a une chape de plomb idéologique, voilà, ces datas ne sont pas collectées en fait. Elles ne sont pas collectées. Et alors, le truc sur le gâteau, c'est les erreurs de chiffres, mais des erreurs énormes. Parce qu'en fait, dans une étude, on collecte des données, on fait des calculs et on les interprète. Mais vous verrez ça dans les documents de Google Doc de Magali, mais il y a des moments où c'est même pas des erreurs d'addition et de soustraction, c'est des gens qui sont bourrés de chiffres, mais qui obtiennent des trucs complètement énormes. Mais c'est clownesque. Et voilà. Donc en fait, il n'existe pas aujourd'hui de données permettant d'affirmer que des personnes se sentent mieux après un traitement de réassignation sexuelle. Ça veut pas dire que ça n'existe pas. Il y a des gens qui se sentent mieux, bien, mais il y a vraiment un manque cruel de données, et surtout, les gens qui se sentent pas bien, ils sont silenciés, ils sont harcelés. Vous avez aujourd'hui des gens qui débarquent aux États-Unis, qui ont été les premières personnes qui ont eu des bloqueurs de puberté, la sexualité, le développement sexuel arrêté au stade Tanner 2, ils commencent à être adultes aujourd'hui aux États-Unis. Et là, il y a des procès qui arrivent. Mais c'est des gens qui se découvrent complètement asexués, qui sont complètement asexués. Mais c'est un ravage. Et ces gens-là, comme ces gosses, ils sont en train de réclamer des transitions maintenant. Nous, on va les avoir avec un temps de décalage en France. On va les avoir dans 5 ans, dans 10 ans. On est en train de fabriquer en ce moment même, pour des raisons idéologiques, et pas parce que ça satisfait l'ego de pas mal de mecs aussi, on est en train de fabriquer une génération de gamins, de petits garçons en l'occurrence, qui seront eunuques, de fait. Et c'est un scandale sanitaire. Moufette, c'est à toi. Hein? Ah bah non, mais moi c'est bien, j'avais pas besoin de couper, je l'ai laissé développer parce que elle a raison hein, sur le problème de méthodologie, le fait que dans les échantillons à la base d'études, à un moment j'ai voulu couper, mais c'est parce qu'elle disait qu'il n'y avait pas de personnes des transitionneurs dans la constitution de l'échantillon. Mais ça me semblait un peu contradictoire, vu qu'on essaye de constituer un échantillon de personnes trans pour voir si elles détransitionnent après. C'est logique de ne pas prendre les gens qui ont déjà détransitionné dès le départ. Bref, c'est juste ça, je comprenais pas. Mais après, moi je veux bien qu'elle fasse des critiques sur la méthodologie. Moi je dis qu'il faut toujours faire très attention. Et d'ailleurs je trouve qu'une des sources pour s'informer sur les articles qui est très utile, c'est Reddit. Pourquoi ? Parce que Reddit, vous avez une somme de gens qui discutent à propos des articles et vous allez voir des avis différents et critiques aussi sur la méthodologie de l'article. Alors que si vous vous contentez de les lire et de ne pas avoir ces différents avis sur l'article, vous allez juste croire ce qui est écrit. Mais le problème, c'est que la médecine et la recherche, c'est aussi une industrie. C'est des gens qui veulent publier dans des journaux, qui veulent être payés. Et d'un côté comme de l'autre, on peut se retrouver avec des études de merde qui sont à moitié bâclées et qui ne sont surtout pas reproduites dans un autre cadre pour en vérifier les résultats. Voilà. Donc on se retrouve souvent avec des études de merde. Mais voilà, donc critiquer la méthodologie, ça me semble juste. Mais ce qui me semble un peu contradictoire, c'est de ne pas le faire dans les deux cas. Moi, je suis d'accord pour dire qu'il y a des études qui sont parfois claquées du côté des gens qui veulent soutenir le fait que les personnes trans, tout va bien après la transition. Mais c'est pour ça qu'il y a plein d'études et que du coup, il faut faire le tri. Et ce tri, il est fait. Bon, voilà, j'ai pas forcément tout l'inventaire sous la main. Par contre, c'est très intéressant parce que justement, dans le document qu'elle fournit sous sa vidéo, il y a une étude de Littman de 2021 qui est utilisée. Étude de Littman qui a précisément été critiquée et supprimée, modifiée d'une publication scientifique parce que la méthodologie était clairement claquée. Alors pour expliquer un peu ce qu'a fait Littman. On n'a pas des transactivistes. Et je vais donner un autre exemple. Non, j'ai pas coupé.
On va Je n'ai finir pas avant, coupé. ouais. Un peu de Malgré respect. Littmann, elle a voulu faire une étude sur le ROGD, donc Rapid Onset Gender Dysphoria. C'est un concept qui consiste à dire que... On en a déjà Il y parlé aurait- la dernière fois au dernier débat. Bah oui, mais le problème, c'est que c'est pour ça que j'ai pas envie de faire Il y un a pas débat. d'argument, là. C'est pour ça que j'ai On pas en a fait- déjà parlé, tout ça. Ça a Non. déjà été dit et débunké. Ah oui, donc on va pas en reparler. Allez. Ah bah oui, ça vous arrangerait pas de pas en reparler. Maintenant, on Bref, peut pas dire la même chose. mais c'est bon, ça. J'explique. Rapid Onset Gender Dysphoria, donc la dysphorie de genre à apparition rapide, le fait que ça serait un phénomène de mode chez les adolescents et que ça apparaîtrait très très vite. Littmann, elle a voulu faire une étude pour vérifier ce phénomène et pour ça, elle a voulu faire remplir des questionnaires à des personnes concernées, donc des personnes trans et tout ça, pour vérifier si effectivement ces personnes-là n'ont pas vu une dysphorie de genre apparaître du jour au lendemain, durant l'adolescence, schéma qui s'éloigne beaucoup des personnes trans qu'on a l'habitude d'interroger et dont ça remonte à l'enfance et tout ça. Donc en fait, c'était une étude pour prouver cet effet de mode. Sauf qu'elle a fait un truc, c'est qu'elle a été chercher 4 forums en ligne avec des parents de personnes transgenres Oui, c'était opposés à la transition des enfants, et elle a fait remplir le questionnaire à ces parents-là, qui bien évidemment, ayant un angle étant opposé à la transition de leur enfant, ont bien évidemment dans le questionnaire dit que oui, effectivement, la transition de leur enfant était apparue du jour au lendemain. Et ensuite, elle a publié l'étude en disant « Regardez, j'ai la réponse, effectivement, il y a un effet de mode, effectivement, les adolescents du jour au lendemain disent ça. » Mais immédiatement, il y a des gens qui ont sauté sur sa méthodologie et qui ont dit « Mais attendez, il y a un problème. C'est faux, c'est malhonnête. C'est malhonnête comme méthodologie. » Mais donc, attendez, non, faut pas me couper, faut pas me couper. On Et la même laisse. les transactivistes, Faut pas les me couper. transactivistes le reconnaissent. Non, faut Laisse pas me terminer, couper. puis après je te laisse la contredire. Oui. Vas-y. Bref, mais ce que je voulais dire, c'est ça. C'est que moi, je trouve ça, comment dire, je trouve ça très bien qu'elle interroge la recherche, les scientifiques, la publication d'études, parce que les critiques sont à faire, parce que c'est un milieu où il y a de l'argent. Donc il y a des gens qui ont envie de publier, qui ont envie de faire de l'argent, qui ont envie d'être connus, d'être célèbres, et qui font des études bâclées. Et ça, on en trouve partout et dans tous les domaines. Donc faut se méfier, et il faut avoir des gens capables de lire des études pour faire le tri. Il faut Ok. pouvoir mener des Mais études. pourquoi formuler cette On n'est critique? pas dans la mouvance des Pourquoi- transactivistes. Et c'est pourquoi- quasiment impossible aujourd'hui en C'est France. dingue, hein. Elle coupe beaucoup la parole. Hein. C'est dingue. Hein. Je te laisse terminer. Pourquoi ne pas formuler la critique et citer littéralement à la deuxième ligne, la deuxième étude qu'elle cite dans son document, sous sa vidéo, sous son docu, c'est une étude qui a précisément été supprimée pour ces mêmes raisons. Et c'est même pas une méthodologie foireuse, c'est une méthodologie Elle n'a malhonnête. pas été supprimée, elle a été remise en place avec un Ah. vague de data. Alors, Non, vas-y, mais Sophie, on va précise. jusqu'au bout de l'argument. Vas-y, Il Sophie. faut aller jusqu'au bout de l'argument. L'étude de Littmann, elle est publiée. Et ils l'ont dit de publier parce qu'il y avait une levée de bouclier de ses majestés, hein, les mecs en jupe. Il faut se prosterner. Et Ah puis oui, du coup, bien ils l'ont sûr. remis quand même avec c'est quasiment la même étude avec 3 fois rien au niveau Des du ajustements, changement. quoi. Ok. Alors, bon. Il faudrait diaboliser Littmann. Alors là, c'est juste faudra une- regarder. Ouais, mais- Effectivement, je connais pas les études de Littmann, donc c'est vrai que là-dessus. Et on a je déjà saurais abordé rien. ce sujet. Alors, Moufette, est-ce que Alors tu. aujourd'hui, Vas-y, tiens, attends, Sophie, s'il te vas-y, plaît. vas-y. J'ai une amie psychologue qui voulait faire une étude équivalent de Littmann. Enfin, équivalent, mais en gros, c'est une psychologue disant que voilà, on a, pour avoir des datas françaises, une méthodologie française pour dire, on a quand même, je veux dire, tous les psychologues aujourd'hui qui s'occupent des adolescents quand on les trouve du neurodéveloppement, ils voient débarquer des vagues, des cohortes de pseudo-trans, ok? Donc ça, c'est une réalité, il faut pas arrêter de... Voilà, c'est une réalité. Donc, elle voulait savoir un petit peu d'où ils viennent, quel était leur passé, leur passif, comment ça se passe, qu'est-ce qui les a amenés à avoir cette attitude et voilà, faire des data, faire de l'observation là-dessus. Elle avait trouvé un laboratoire, elle avait trouvé un directeur de recherche. Mais il y avait une personne trans dans ce laboratoire qui s'est opposée à ce qu'elle puisse mener cette étude. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Donc voilà. Si vous citez constamment Littmann, c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres, parce que c'est quasiment impossible aujourd'hui dans les pays de l'Ouest de faire des études qui ne soient pas transactivistes sur ces sujets-là. Bah alors pourquoi il y en a plein, vous en citez plusieurs? Non, je parle du débunkage des études transactivistes qui fabriquent des études qui inondent le marché quasiment toutes les semaines, d'études qui prétendent que les traitements de réassignation sexuelle, c'est le formidable, c'est le bonheur, c'est le nirvana.
Et donc il faut y aller, il faut pas se poser de questions et on va continuer tambour Oui, battant. bah, je sais pas, moi je trouve que... Donc on veut avoir les personnes qui veulent avoir une démarche raisonnable, scientifique sur ces sujets-là, n'ont pas de subvention, n'ont pas la possibilité d'avoir accès à des patients pour mener ces études. Ou alors on leur met les barrages, mais bien sûr que si. Mais c'est pas vrai, il y a eu Trump au pouvoir, le parti conservateur, il a de la thune, il y a les protestants là-bas qui peuvent filer, enfin c'est comme ça que ça fonctionne aux États-Unis. Ils donnent de l'argent pour faire des études. Là, je pense que c'est un... Les labos là-bas, ils reçoivent des billets de la part de certains membres du parti républicain. Ah non, Bah oui. non, les labos, ils financent majoritairement le parti démocrate. Et ça m'emmerde beaucoup parce que je suis pas Ah oui, ah bah oui. pas chez les républicains. C'est plutôt la NRA chez les républicains. Mais non, mais c'est comme ça que ça fonctionne aux États-Unis. Enfin, il y a des labos qui reçoivent des subventions de la part de... Alors. C'est du détournement de conversation. Ah, c'est du Aujourd'hui, en détournement. France, on ne peut pas mener ce genre d'études. C'est une réalité, c'est une censure et ça contribue à aveugler, à l'aveuglement du public. Et c'est un scandale dans une démocratie, c'est un scandale. Et tout à l'heure, par exemple, quand on était avec Primum, est-ce que tu entends au fait qu'il y a plein de médecins qui se posent la question, malgré tout, sur le côté éthique de certains gestes médicaux, surtout certains gestes médicaux du coup très lourds, tu vois, genre les pénoplasties, machin et tout. Ça, tu l'entends du coup ouais, j'imagine que oui. Mais, je te laisse me dire. Mais qu'est-ce que tu veux dire par côté éthique? Bah, sur l'éthique, de se dire, bah, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire des opérations aussi lourdes parce qu'on n'est pas bien sûr des bénéfices et que pour l'instant, on ne sait pas. C'est-à-dire aujourd'hui, de ce que les médecins ont dit, c'est genre, bon, en vrai, on n'a pas trop de recul et on ne sait pas si on fait bien ou pas. C'est-à-dire, il y a deux options. Soit ils ont raison de le faire parce que c'est une nécessité absolue, soit on se plante et dans ce cas, c'est un scandale sanitaire. C'est ce que disait tout à l'heure Primum, en gros. Ok, bah écoute, c'est bien. S'il y a des médecins qui se posent cette question, c'est bien. Après, il y a des études qui peuvent pour montrer justement qu'il n'y a pas forcément de taux d'ésistement et de regret qui sont importantes, surtout particulièrement pour ces opérations-là, parce qu'elles interviennent après des parcours de transition longs. Mais surtout, qu'est-ce que j'ajouterais, c'est que on en parle de chirurgie esthétique parce que c'est bien en fait. On peut avoir un débat sur. Non, mais attends, dans la médecine, dans la chirurgie, on peut avoir un débat sur l'éthique. Mais globalement, il y a plein de chirurgiens qui s'en battent les couilles et qui se mettent plein aux as en faisant de la chirurgie esthétique. Mais ils sont critiquables et critiqués. Des choses comme ça, et c'est pas un problème, tu vois. Ils sont même critiqués et critiquables. Mais par contre, tu vois, genre, par exemple, je connais plein de gens, anciens toxicos, j'en fais partie, qui vont te dire, par exemple, que leur passif de toxico, alors moi, je peux reconnaître, tu vois, que ça fait du mal, mais en vrai, je regrette pas forcément, tu vois. Est-ce que le témoignage de dire, bah moi, je regrette pas ma réassignation, etc., est-ce qu'il peut pas y avoir aussi le fait de dire, bah c'est quand même ce que je suis, tu vois, donc tu vas pas regretter ce que t'es, tu vois, c'est compliqué. Donc est-ce que c'est vraiment objectif comme type de, comment dire, de data, de demander, est-ce que vous êtes satisfait finalement de votre parcours de transition, puisque finalement, vu tout ce que tu as investi, c'est ce qu'on appelle la loi de l'investissement, c'est-à-dire, bah j'ai tellement donné, j'ai mis 40 000 €, j'ai passé 20 ans de ma vie à... peut-être pas dire que c'est de la merde, tu vois, enfin c'est logique. Donc est-ce que c'est pas un peu biaisé comme titre d'étude pour juger justement de la véracité de ce geste médical, et est-ce qu'on devrait pas plutôt se baser sur le fait de se dire, bon bah les vraies conséquences, tu vois, que ce soit sur la psychologie, le physique... C'est quand même marrant, le jour où vraie question. Transitionneur, c'est bien la preuve que ça marche pas. Et quand et tu mets de côté les 98 fois où ça s'est bien passé. Je pose la question, je sais pas, j'ai pas rencontré suffisamment de temps pour dire ça s'est bien passé ou pas, je peux pas te dire, moi je suis pas observateur suffisant. Vas-y, il y a une réponse simple. C'est que quand tu parles de ce type d'études, on parle pas de scientifiques qui d'un coup sur la place publique vont crier à tout le monde qu'une personne regrette ou quoi que ce soit. C'est des études anonymisées. Les personnes, si dans le cadre entre quatre murs, elles ont envie de dire que finalement il y a quand même des regrets par rapport à leur transition, elles peuvent le faire. Oui, mais et c'est une info qui restera confidentielle. Est-ce qu'elles peuvent s'en rendre compte? C'est ça que je veux dire. C'est est-ce que tu peux t'en rendre compte, comme par exemple quelqu'un qui est endoctriné, je sais pas, dans n'importe quoi ou toutes sortes de comportements. Les gens vont dire bien si on les interroge. Voilà, c'est ça. Et puis même si on va plus loin, même dans des comportements. Ah oui, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de regret. On peut pas parler de regret hypothétique. Un regret, c'est un regret. Parce qu'ils sont pas aptes à les mesurer. Tu vois ce que je veux dire? Les gens qui sont dissociés. Ils peuvent souffrir d'un côté et prétendre qu'ils sont les plus heureux du monde. Mais je prends l'exemple des femmes battues qui se font battre en fait pendant des années rouées de coups, mais qui reviennent pour rechercher la dissociation. C'est le genre de phénomène. Si vous leur demandez si vous vous basez pas sur des événements objectifs et que vous demandez aux gens leur ressenti ou leur discours, c'est même pas leur ressenti réel, c'est le discours à un moment donné, vous pouvez passer complètement à côté de la réalité. Dans les sectes, si vous interrogez des gens dans les sectes, ils vont forcément très bien. Il faut des éléments. C'est là où on a besoin d'une méthodologie pour l'étude. Bah oui, ça justement. Et une des méthodologies, c'est justement d'avoir un échantillon aléatoire. Oui. Bah oui. Ce que n'a pas fait Littman d'ailleurs. Mais bon. De collecter, de savoir ce qu'on collecte et se donner les moyens de collecter des informations fiables.
Et Bah pas oui, idéologique. il y a une méthode, c'est l'aléatoire, c'est ce qui fait la validité d'une étude. Et moi, en fait, ce qui me rassurerait serait plus une étude, non pas de gens qui donnent leur avis. Parce que moi, en fait, les gens qui donnent leur avis, en gros, comme je dis, c'est sans aller jusqu'à la secte, mais genre juste des comportements qu'on a dans nos vies qu'on peut considérer comme nocifs, toxiques, dangereux, je sais pas quoi et tout, qu'on va quand même faire, qu'on considère juste. Et je prends par exemple le cas des schizophrènes ou des gens, tu sais, qui ont des troubles psy de toutes sortes, en fait, qui se sentent souvent mieux sans traitement. Et pas pour rien, en fait, parce que effectivement, il y a un état, tu vois. Et je veux dire, c'est difficile de. Il y a des gens qui investissent, par exemple, beaucoup de temps, tu vois, pour toutes sortes de projets de vie, on va dire, qui créent leur identité autour de ça, etc. Bah, effectivement, c'est compliqué de revenir en arrière. Et comme je disais l'autre fois, tu vois, c'était la question que je posais tout à l'heure et que je t'avais déjà posée l'année dernière. En gros, c'était s'il y a un traitement, par exemple, qui enlève la dysphorie, est-ce que on arrête tous les traitements, justement, pour la transition? Et il y avait des gens qui m'avaient répondu non aussi, tu vois, parce que c'est constitutif de l'identité. Mais est-ce que c'est objectivement, tu vois, une bonne chose? Enfin, au niveau éthique médical, hein, là je parle vraiment sur le côté médical, je parle pas au niveau moral ou je sais pas quoi. Et là, par exemple, ça me pose la question, effectivement, et je sais pas, tu vois, je saurais même pas y répondre aujourd'hui. Moi, personnellement, voilà, je suis encore largué là-dessus. Bah oui, mais j'ai Mais, presque envie de te dire que moi non plus. Enfin, tu sais, genre, est-ce que j'ai envie de répondre à une question qui se base sur un si jamais? Genre, moi, je pourrais très bien te dire, si jamais demain il y a des yeux bioniques, est-ce que Claude, tu t'en fais poser? Enfin, j'en sais rien, moi, tu vois. Alors, Je vis pas à l'époque où il y a des yeux bioniques, tu vois. Mais par contre, je vis à une époque où ce type de traitement n'existe pas. Donc, j'essaye d'être un peu matérialiste, je m'intéresse à ce qui est. Ah, mais j'entends. Tu vois? La lobotomie a été vraiment une vent en poupe hein, dans toute l'Europe, aux États-Unis. Le mec, je sais plus son nom, mais qui a inventé la lobotomie, et que c'était vraiment avec un marteau et un pic. Hein, c'était incroyable. Il y a une des sœurs de Kennedy qui s'est fait lobotomiser comme ça. Les victimes étaient principalement des femmes. Et ce mec a eu le prix Nobel. Il a eu un prix Nobel, il pensait soigner n'importe quoi, et ils interrogeaient les gens, les lobotomisés, ils étaient super contents. C'était formidable, ils avaient bénéficié du traitement révolutionnaire. Oui. C'était une boucherie, et les gens se sont embarqués dans ce truc délirant, et ça C'est fait quoi- des ravages, et notamment le chez rapport beaucoup de femmes. D'un Ça veut dire soin, que le voilà. ressenti, le déclaratif, le ressenti, et puis la fascination pour des traitements délirants, la médecine, tout ça, c'est pas nouveau. C'est Mais pas nouveau. personne ne consent à se faire lobotomiser. C'est le À Mais problème. il y a l'époque, des tas de si. gens- mais bien À sûr que l'époque, si, à si. l'époque, des tas de gens consentaient à se faire lobotomiser, c'était considéré comme un traitement révolutionnaire. Le mec a eu le prix Nobel. Oui, les gens n'étaient pas souvent en état de consentir à se faire lobotomiser, justement, parce qu'on les lobotisait. Enfin bref. Facile aujourd'hui C'est de un peu dire bizarre, quoi, c'est- c'était énorme, mais en plus c'était une lobotomie qui était faite vraiment avec des pics Ah bah, et un Une marteau. trépanation, quoi. C'était de la boucherie et délirante. Et donc, Mais les gens étaient sous emprise de ce traitement novateur, subjugant. Ils étaient complètement subjugués. Et ça fait des ravages. Jusque vois- dans les Et ça, années c'est vrai 50, que ça peut créer. Ça, c'est vrai que ça peut créer un mouvement social, en fait. Là, ce qu'il y a Mais décrit, oui. en gros, c'est créer un mouvement social qui est entraîné peut-être par soit de la politique, ça peut être plein de choses, c'est plein d'influences qui sont du moment. Et effectivement, alors je dis pas que c'est forcément le cas, tu vois, mais c'est vrai que ça peut se soulever comme est-ce que c'est le bon traitement réellement adapté, tu vois, comme certains traitements, tu vois, je vois passer aussi des traitements avec des produits radioactifs, etc. Oui, il y a eu plein de types de traitements qui n'étaient pas forcément adaptés, et on s'est rendu compte après coup que, niveau éthique, au niveau conséquences, etc., ça pouvait être plus problématique. Et effectivement, pour des chirurgies extrêmement lourdes, on parle de bloqueurs de puberté pour des enfants, etc., c'est vrai que ça pose mille et une questions, et forcément, c'est ce qui choque, quoi, c'est logique. Enfin, choc... Ah. Oui, mais enfin, je veux dire, à toute époque, il y a même des gens qui prenaient, à une époque, Ouais. au début de l'apparition de l'électricité, il y a des gens qui, quand ils étaient en dépression, ils se filaient des chocs électriques. Mon Dieu. Oui, voilà. Ouais, il y avait- Il y a des oui, gens bah, qui sont ouais, il y a convaincus les- de tout et n'importe quoi. C'est Les vrai. sangsues, enfin, il y a plein de choses qu'on peut critiquer. Mais en fait, je vois pas vraiment l'argument que ça développe, parce qu'on parle pas de la même chose. Aujourd'hui, précisément, on a une méthode, et on fait des études pour vérifier la fiabilité d'un traitement. Les études, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, justement. Oui, je sais pas, parce que vous en parlez que, voilà, quoi. Moi, j'ai envie de dire que c'est pas très... Voilà, moi, quand je vois que ça invoque une étude de Littmann qui a été débunk pour critiquer les études derrière, voilà, bon, bref. Non, le pseudo trouve pas ça très fiable. a été lui-même débunké. Il y a beaucoup d'autres documents. Je vous invite à les regarder. Je trouve pas ça très fiable. En fait, j'aurais pas vu l'étude de Littmann, j'aurais entendu l'argument, parce que je me dirais, ok, elle a raison de critiquer le fait que c'est potentiellement pas fiable. Mais le problème là, c'est que c'est un deux poids deux mesures. C'est un deux La poids deux nullification mesures. sexuelle. La nullification sexuelle. Ah oui, bah, non, on va en parler après. Alors, Mais les là, c'est un eunuques. deux poids.
Là, c'est un deux poids deux mesures. Désolé, mais je le redis, c'est un deux poids deux mesures. Invoquer une étude de Littmann qui est complètement foireuse dans son document à la deuxième étude du document, et derrière dire que les études trans peuvent être foireuses, enfin c'est bon, je veux dire, un peu de déontologie, je sais pas. Dans ces cas-là, on met pas l'étude de Littmann à la deuxième ligne en fait. Et les gens qui sont trans, trans, il y a des gens qui sont valides et qui se disent et qui demandent des amputations des jambes, des amputations de membres. Ah ça y est, elle va dropper des trucs un peu bizarres là. Délirante validez-moi, mutilez-moi pour me valider dans mon identité. C'est un mouvement là qui démarre pas mal. Il y a des gens qui se font amputer aux États-Unis, des jambes, des yeux, toutes sortes de choses. Ouais. Et alors apparemment, dans le WPATH Files, il y a aussi ils sont en train de développer une nouvelle technique de réassignation sexuelle qui consisterait à couper le pénis en deux. C'est un truc nouveau. Il le coupe pas, il le laisse, mais il le coupe en deux. D'accord. Ok. C'est bien, mais tu sais, il existe plein de choses dans ce monde. Il existe des gens qui veulent qu'on mange leur pénis parce qu'ils sont masochistes. Il y a mais plein ça, de faut choses pas laisser bizarres faire. dans ce Oui, mais monde. ça, c'est pas bien, tu vois. Il y a un monsieur qui a été en prison pour Bah ça. oui, tu vois, mais moi je suis d'accord, mais il y a plein de gens bizarres là. Elle se contente de faire la liste des trucs un peu obscurs de Reddit. Oui, mais est-ce qu'il faut du coup qu'on crée pour ces gens bizarres du coup des opérations comme les eunuques, du coup on va prendre le cas des eunuques, la nullification, tu vois, genre est-ce que c'est une nécessité, mais tu vois, thérapeutique, tu vois, la question Non, c'est mais là, moi je suis pas d'accord avec ça. Mais elle invoque ça. C'est des trucs vraiment obscurs. Que c'est défendu par WPATH, qui est l'organisation mondiale des médecins transgenres, transactivistes en fait, les médecins spécialistes de la réassignation sexuelle. Dans leurs recommandations, il y a un chapitre là-dessus. Ils en font la promotion. Et ils en font la promotion auprès de notamment Transsanté France, qui défend cette démarche. Transsanté France, qui fait partie des groupes de travail, qui pilote les groupes de travail de la Haute Autorité de Santé, qui est en train de travailler sur des recommandations qui vont s'imposer aux médecins français pour le traitement des personnes trans en France. Donc tout ça, c'est connecté. Ce ne sont pas des anecdotes, c'est totalement connecté. Source Source dans mon film. Source, tu vas regarder WPATH, tu vas regarder sur le site WPATH, mais toutes les sources sont dans mon film. Les 8e recommandations, hop, chapitre, c'est dans mon film, énuquisme, etc. Toutes les sources sont dans mon film. Et je crois que c'est le docteur Morel, du coup. Et puis aussi, regarder les choses en face. Et donc le docteur Morel qui fait des conférences sur le sujet, du coup, qui est du coup des conférences sur le sujet en France, et la démarche est de se caler sur WPATH, qui est considéré comme la référence mondiale, et de suivre le train, en fait, le train du fric. Parce que tous ces paumés rapportent énormément d'argent. Ok, bah ça a l'air intéressant, faudrait que je me renseigne. Le docteur Morel, tu regarderas, c'est le docteur Morel qui est connu à Lyon. Voilà. À une époque, j'avais commencé à regarder un peu. Bon, on tombe sur des forums obscurs avec des gens qui ont un fantasme de se retrouver eunuque, effectivement, on a des trucs un peu comme ça, c'est bizarre, enfin voilà. Mais ça n'a rien à voir. Oui, mais utilisé par WPATH, par cette organisation de médecins transgenres, pour défendre des recommandations. C'est ça en fait. Le fait que tu aies des fétichistes de l'émasculation, c'est une chose, mais c'est pas ça qui est le plus choquant en réalité. C'est que ce soit utilisé, que ces documents que ces fantasmes soient utilisés pour créer ex nihilo une nouvelle pseudo-identité de genre male to eunuque, homme vers eunuque. Et pour défendre ces traitements qui consistent à tout couper, en fait, couper tout organe sexuel chez des hommes qui se considèrent comme eunuques. Et de former les gens à ça et de défendre ce type d'opération. C'est ça qui est choquant. C'est pas le fait qu'il existe des fétichistes de ça. Et alors moi ça me semble un peu catapulté comme analyse de dire que ça y est, dès je sais pas moi, dans 1 an ou 2 ans, on fera ce type d'opération, ça sera légal, ça me semble un peu catapulté. Le phénomène, je continue, le phénomène existe. Mais voilà, le fait que WPATH en a parlé, j'étais pas forcément au courant. Alors, je vais m'enseigner. Là, je regarde, effectivement, c'est le docteur Morel. Là, je suis sur Transsanté France, effectivement, qui traite du sujet. Et standard de soins, WPATH, etc. T'as la nullification. Alors, attends, je crois qu'ils l'ont pas retiré. Ah, si, ils ont retiré les photos, je crois. Attends, je vais pas montrer les photos au cas où. Mais en gros, effectivement, la nullification était référencée dans les soins standards pour les personnes transsexuelles et transgenres et de genre non conforme. En 2023. Et voilà. Et moi, j'ai du coup, voilà, le W passe ici, et tu as effectivement ce sujet-là. Et derrière, tu as le docteur Morel,
qui traite de ce sujet, qui est docteur à Lyon, si j'ai pas de bêtises, et qui est voilà, qui travaille avec Transsanté France. Et là, j'ai un article aussi, lettre ouverte des associations. Alors là, il parle pas de nullification spécifiquement, mais effectivement, c'est lui qui est considéré comme le docteur spécialisé dans le domaine. Voilà, dans le domaine de tout ce qui est opération, bien entendu, dont la nullification, semble-t-il qu'il évoque comme une possibilité aussi. Après, j'ai pas vu la conférence, mais en gros, voilà quoi. Donc après, à se renseigner, effectivement. Et dans ce cas-là, imaginons, Sophie a raison, en fait. Imaginons, demain, tu vois, Sophie, elle a raison. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, imaginons. Bah, voilà, je dis, voilà, parce que pour l'instant, elle sait pas. Donc moi, je dis, imaginons, elle a raison. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe, au fait? Raison de quoi? Je comprends pas. Bah, en gros, il y a un lobbying réel pour utiliser toutes sortes de kinks un peu bizarres comme les nullifications ou autres pour les mettre en gros dans tout ce qui va être LGBTisme et finalement peut-être détourner l'objet de soin pour plus un objet commercial, quoi. C'est pas déjà le cas avec la chirurgie esthétique? Enfin, je veux dire, une femme qui veut avoir des grosses fesses, c'est un peu sauf un qu'on kink, non? soigne pas un cancer du sein avec la chirurgie esthétique. Tu vois ce que je veux dire? On soigne pas, en fait, on fait de la chirurgie esthétique. Si c'était que de la chirurgie esthétique, il n'y aurait pas de débat ce soir, je pense, en vrai. Oui. Et donc? Enfin, Du coup, je on parle d'un comprends pas, soin. en fait. Bah, en gros, c'est un soin. Est-ce que par exemple, demain, un mec qui dit je suis eunuque, on doit l'opérer, j'imagine que t'es pas d'accord. Mais tu vois j'ai ce que je veux donné mon dire. avis là-dessus, Voilà. moi je trouve ça Bah, bizarre. de facto, si jamais on voit que demain, imaginons le docteur Morel, le docteur Morel, il est à fond, il se dit, ah, moi je veux faire de la nullification, je vais couper des kikis, je vais couper des pépettes, voilà. Et tu vois que ce mec-là, quand même, bon, bah, bizarrement, il a l'air d'obéir plus que pour le pognon que pour les personnes en dysphorie, tu vois. Est-ce que tu te dirais, il y a un souci ou pas? Voilà, expérience de pensée. Je comprends pas ta question. Oh, tu fais chier. T'as juste dit, est-ce qu'elle a raison ou pas? Mais moi je t'ai Ouais. donné mon avis. Et si elle avait raison, du coup, tu te dirais, du coup, oui, c'est problématique, quoi. Bah, je l'ai déjà dit. Je D'accord. comprends pas. Bon, C'est pas à vous aucun de effort. décrire le Vas-y. monde idéal de Sophie Robert, c'est à Sophie Robert de le faire. Genre, dans son monde idéal, il se passe quoi pour les gens comme Oufat et moi, par exemple? Très bonne question. Oui, voilà, tiens. c'est une bonne question. Très bonne question. Bah, voilà, Sophie Robert, qu'est-ce qui se passe dans ton monde idéal pour les personnes comme Vico, Bouffette et les autres? Ben, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, je pense que lorsqu'un homme veut, ou une femme veut se présenter au monde avec une apparence du sexe opposé, ça pour moi c'est une question de liberté individuelle. Ça se questionne pas, c'est une question de liberté individuelle. Par contre, faut pas prétendre qu'il y a une maladie et que ce soit fait sur des fonds publics, parce que s'il n'y a pas de... Voilà, mais c'est une question de liberté individuelle. Ce qui n'est pas acceptable, c'est de prétendre être une femme, sous prétexte qu'on veut se présenter au monde, même pour les gens pour qui c'est convaincant, en tant que telle. Ça, c'est une fraude. C'est une fraude qui... Alors, il y a plein de personnes transsexuelles qui vivent une vie tranquille, qui emmerdent personne, et qui sont très discrets, qu'il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où on est face à un mouvement idéologique, et où à partir du moment où vous êtes vous-même incapable de mettre des garde-fous, parce que le principe, c'est de refuser tout garde-fou. Par exemple, Il y a plein de Attends, malades Vico. mentaux. Attends, Vico. Je n'ai pas fini. Il y a plein de malades mentaux et de dépravés, des gens qui sont des agresseurs de femmes et d'enfants, qui utilisent le parapluie trans pour déjà pour remettre en question tous les acquis des femmes, les espaces non mixtes, les listes paritaires, toutes sortes de choses, et pour prétendre être des femmes et du coup s'investir dans les prisons, dans les refuges, dans les partis politiques, en tant que dans les listes paritaires, dans les compétitions, etc. C'est totalement inacceptable. Et en plus, c'est dangereux. Voilà, c'est dangereux. Donc ça, c'est pas normal. Par contre, le fait qu'une personne ait envie de conserver son sexe d'homme et d'avoir une apparence, même de vivre un kink, de s'habiller en femme et de vivre avec, et de porter des robes, pour moi, ça, c'est une simple question de liberté individuelle. Ça ne me pose aucun problème. Aucun. D'ailleurs, je pense que les trans eux-mêmes sont quand même beaucoup plus obsédés par le regard des autres que la plupart des gens, en réalité. En fait. Ah. Mais pourquoi ça serait forcément un kink? Mais ça, tu te reposer des questions par des questions. Est-ce qu'il peut, à un moment donné, répondre Ça au lieu de s'appelle- lancer par des questions? Non, ça s'appelle de la Mais manipulation. c'était pas une question, ce que t'as dit là. C'était pas une question. C'était une question avec un point d'interrogation, c'est-à-dire comment j'évite de répondre et je fais un pas de côté en relançant par une autre question sur un truc qui n'a rien à voir. Et en prétendant que j'ai dit un truc que je n'ai pas dit en plus. C'est de la manipulation à deux balles. À un moment donné, on peut aussi on peut fonctionner avec un générateur automatique de questions. Hein. Ça. Mais du coup, la dysphorie, est-ce que la dysphorie c'est un kink? C'est pas à moi de répondre à cette question. Moi, je Bah, ne veux pas faire. Je ne suis pas dans un interrogatoire.
supposé d'un truc, à un moment donné, si on débat, il faut aussi pouvoir prendre en compte que vous puissiez prendre en compte ce que je dis et y répondre, au lieu de relancer constamment avec des questions à côté de la plaque. Bah non, mais c'est une vraie question, moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi pas y répondre. C'est vous l'expert du sujet, vous faites deux On docus peut là-dessus. s'entendre de pas entendre parce qu'on n'a absolument pas entendu ce que j'ai dit. Donc, Après, Ça n'avait rien à foutre, peut-être. dans l'idée, j'avoue que pour moi, elle a expliqué que tu pouvais avoir des personnes en transition et qu'il fallait attendre d'avoir 25 ans en gros pour pouvoir choisir. Et qu'après, si t'avais un kink, ça c'est à part, hein, du coup, si t'avais un kink, tu pouvais aussi le faire. Tu vois, c'est une question de la liberté individuelle. Par contre, fallait pas que ce soit imposé par un lobby politique, etc. et Ou surtout pas ne pas prétendre, pouvoir et prétendre être une femme. voilà. Et pourquoi 25 ans? On Parce a, que le non, ouais. cerveau se développe jusqu'à 25 ans. On avait parlé tout à l'heure, ouais, effectivement, on a déjà évoqué ça par rapport à tout ça. Mais Bon, comment on vas-y. peut prouver que c'est lié au Mais en développement fait, du cerveau mature? Alors en fait, c'est pas ça. En fait, tout Il à l'heure, on répond jamais, en l'a fait. évoqué, Il mais en relance par gros, des questions sans arrêt. on va être très clair. C'est vrai que pour tout ce qui serait, voilà, on va dire l'adulte, on va dire, hein, le développement du cerveau, on sait qu'en moyenne, ça se développe entre 21 et 25 ans. Ça va dépendre pour qui, quoi, comment. Et Ok. effectivement, les connexions neuronales sur plein d'aspects, plein de choses, hein, tout est sens, ta tub, etc. Machin. Tout ça, effectivement, ça va se faire au fur et à mesure de pratiques, de ce que, par exemple, ton kiki. Il a des expériences lui aussi sensorielles et de facto il y a des nerfs, des machins, des connexions neurales qui vont se faire par rapport à ça. Donc effectivement si tu fais ça trop tôt, il y a des grands risques et c'est ce qu'expliquait tout à l'heure Primum que il y ait des problématiques de développement, voire pas du tout en fait, par exemple pour le sexe, etc. Machin. Donc c'est pour ça que l'âge adulte paraît quand même plutôt cohérent, mais pour n'importe quel type d'intervention. Et tout à l'heure on parlait des becs de lièvre, à part que socialement c'est compliqué, sinon ce serait mieux de les faire plus tard par exemple. C'est ce qu'il expliquait. Dans le sens de opérer trop jeune, même à 18 ans, tu vois, ça peut être compliqué peut-être. Ça dépend de pour qui, quoi, comment ça. Oui, mais là on parle pas que juste d'opération, on parle des traitements hormonaux. Si, parce que du coup, les traitements hormonaux, par exemple, vont bloquer effectivement le développement du coup, des parties génitales. Donc de facto, Oui. si le développement s'arrête, le développement neuronal, nerveux, etc., et neuronal derrière, etc., risque d'être problématique aussi. En gros, il y aura un non-développement, on va dire. Bah vrai oui, que c'est le ça principe, pose des c'est le questions. principe des bloqueurs. Oui, mais du coup, ça pose la question de se dire, est-ce que... Parce que c'est pas vraiment totalement réversible, tu vois ce que je veux dire? Il y a des conséquences, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire à ces âges-là? Alors ok, ça fait un super passing, mais... Sinon est-ce ça que- bloque rien. Ouais. Oui, mais comment on est sûr? Tu vois, par exemple, moi ce qui me pose question, c'est comment t'évalues une dysphorie à 12 ans, à 13 ans, tu vois, enfin... C'est compliqué, quoi. C'est déjà qu'on n'arrive pas à évaluer une bipolarité, tu vois, à ces âges-là. Comment tu fais pour évaluer une dysphorie, tu vois? Il y a plein de maladies mentales qu'on peut pas évaluer avant l'âge de 21 ans, justement. Pourquoi? Parce qu'on sait que ça se déclenche pas avant. Tu vois, ou qu'elle se déclenche, déjà- mais de manière complexe, quoi, tu vois. Déjà, les gens à qui on donne des bloqueurs à cet âge-là, c'est des enfants qui sont arrivés bien plus tôt. Ça fait plusieurs années déjà qu'ils sont suivis. Tu vois, c'est pas, ils arrivent pas au bout d'un rendez-vous et on leur donne quelque chose à la clinique. Hein. Je dis C'est bien. J'entends bien. c'est des enfants qui, à partir de 7, 8, 9 ans, voilà, on les emmène et ensuite, 5, 6 ans plus tard, le médecin propose cette C'est faux, possibilité. mais c'est n'importe quoi. Mais arrêtez, mais c'est n'importe quoi. Ah Arrêtez oui. de raconter Vas-y, n'importe Sophie. quoi. Mais franchement, c'est une honte. C'est une Ok. honte. Et donc? Il suffit d'aller sur les forums trans et vous voir un peu. Il est super ce médecin, il m'a prescrit en une journée. On a un rendez-vous en 10 minutes, parfois le 10 minutes en visio. Oui, mais ça, c'est les adultes. Ça n'a rien à voir. Mais des Non. ados aussi, mais bien sûr que des ados. Bien sûr, c'est tout le Mais problème. non, là, justement. on parle des enfants. Les enfants, ça n'a rien à voir. Les enfants, c'est obligé d'être suivi dans un hôpital. C'est des pédopsychiatres formés qui suivent les enfants. C'est impossible. Tu ne trouveras pas des enfants qui, sous le manteau, vont aller choper des hormones. C'est pas possible. Des pédopsychiatres formés, des pédopsychiatres qui sont dans le mouvement transactiviste, c'est sont open pas bar en fait. Mais non, Aujourd'hui, le Gretis à Lyon, ce sont des plateformes transaffirmatives. Il n'y a jamais de remise en question. Ce sont des plateformes transaffirmatives. Les gamins, ils les foutent sous bloqueur le plus vite possible. Point barre. La différence, c'est que la plupart, ça commence à 11 ans. Et parfois, dans certains cas, c'est un peu plus tôt. Bah, je sais pas, je préfère faire confiance à un pédopsychiatre bac plus 12 quand même. C'est sa profession.
C'est pas parce qu'il est forcément sympathique envers les personnes trans qu'il a pas une compétence pour savoir juger des. Après, c'est Ces vrai que situations, c'est un peu facile, hein. si c'est une association qui est dédiée, tu vois, bah, moi par exemple qui était dans une Mais là, association. c'est pas une asso. Attends, Attends, parce que là, elle ah, a ok. créé un trouble. Ok, ok. Elle a créé un trouble. Elle a Mais dit façon de ah là là, parler de- ça se profile des hormones, des médecins et tout ça. Mais non, moi je parlais d'enfants. Les enfants, ils sont pris dans le cadre d'un hôpital. Ils ont des rendez-vous avec des psychiatres, avec des pédopsychiatres dans des hôpitaux. Là, ce dont elle parle, c'est les milieux militants où les gens se refilent l'adresse d'un médecin pour avoir les hormones plus rapidement. Mais là, on parle d'adultes. Oui, mais c'est ces des gens médecins après existent. 18 ans, ça. Oui, mais ces médecins existent. J'imagine qu'il y a forcément des pédopsychiatres sûr qui qu'ils sont existent. aussi dans ce milieu-là, tu vois. Je veux dire, c'est. Enfin, moi, la question, c'est, tu vois, par exemple, des enfants, ça me pose vraiment la question de est-ce qu'on est sûr du diagnostic. En fait, moi, vraiment, la question, ce serait quel est le diagnostic qui est posé. Comment on fait le diagnostic, en fait. Moi, c'est ça la question. Vraiment. Moi, voilà, c'est comme ça que j'essaierai de savoir comment on pose le diagnostic sur la dysphorie et comment on évalue, du coup, on est sûr, tu vois. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais bon, je pense que. C'est vrai, c'est une vraie question. Même moi, je ne le sais pas spécifiquement. Ah mais je sais que tu le Mais sais je parce que, pense que- ayant le décès, mais Voilà, une femme psychologue et essayant de me renseigner un peu sur le sujet, je sais qu'il n'y a pas de réponse pour l'instant là-dessus, c'est compliqué. Je sais Non, que c'est pas qu'il n'y a pas de réponse. C'est que moi, j'ai pas forcément été rencontrer un pédopsychiatre qui s'occupe de ça pour essayer de comprendre le protocole, comment il s'y prend et tout ça. Ah puis même des Genre, psychologues. c'est pas une question que j'ai creusée. Mais par contre, voilà, Zioclo, si tu veux te faire une vue d'ensemble, t'as regardé le documentaire de Sophie Robert, tu peux très bien aller regarder de l'autre côté des pédopsychiatres qui en parlent. Je suis sûr, il y a des Mais vidéos YouTube. c'est quoi, je compte même essayer de Moi, il y a contacter des le docteur pédopsychiatres Morel. qui parlent de mes documentaires. Et je compte même essayer de contacter le docteur Morel, je me dis ça serait intéressant de te poser des questions, Ah oui. du coup, je me pose des questions. Ah ouais, je veux Oui, savoir. bon, après, Bref. il y a- Ouais, je sais quitte pas, à t'as voir déjà le des pont. spécialistes en France. Non, mais reste sur les questions des enfants trans. Mais il est français, Morel. J'en sais rien, mais c'est pour là, ça. tu reviens sur le truc de la nullification. Moi, je te proposais juste d'aller voir les gens qui s'occupent des gosses. J'ai pas parlé de Dans ça. les Non, j'ai hôpitaux. juste dit que je voulais peut-être inviter le docteur Morel. J'ai pas parlé de nullification. Vraiment. Non, mais il parle de ça, mais je veux dire, il fait pas que ça. Oui. Il fait plein de choses. Mais je veux dire, peut-être que, voilà, par ce biais-là, tu vois, je pourrais voilà, poser des questions et rencontrer d'autres gens spécialisés voilà, qui pourraient me conseiller pour avoir deux avis totalement tranchés et contraires. Tu vois. J'aimerais bien déjà avoir les deux avis tranchés, les plus extrêmes, et ensuite savoir ce qu'il y a au milieu. Voilà, le bon grain de livret, comme on dit. Mais bon, les filles. C'est déjà 22h11. Je pense que nous ne trouverons pas de terrain d'entente entre vous. Par contre, je suis rassuré sur un point, c'est que vous êtes libres, tout à chacune, de vivre comme vous le souhaitez, selon la liberté individuelle. Donc déjà, c'est rassurant. Après, le conflit, effectivement, sur la transidentité. Alors après, moi, ce que je remarque, c'est que Sophie, je vais t'évoquer un truc, c'est que moi qui fais beaucoup de débats en ce moment sur l'islam, j'ai l'impression que tu combats finalement la transidentité comme certains combattent certaines religions. Donc pour toi, c'est vraiment un dogme religieux, en fait, derrière, quelque part. En partie, bon quoi. Enfin, Dire ça. bah, dans le combat, Parler de secte. dans la façon de combattre, alors je dis pas que c'est une religion absolument, mais je veux dire, tu la combats un peu comme une religion, j'ai l'impression. Enfin, comme on combattrait Mais une il y a- religion, il y a un Il dogme. y a un truc qu'il faut vous vous rendre compte. Là, vous êtes une bande de mecs. Hein. Certains d'entre eux se présentent comme des femmes, vous êtes une bande de mecs. Et vous n'avez aucune empathie, vous n'avez aucune conscience de ce que ce mouvement transidentitaire impose aux femmes et impose sur le plan de la société sur les droits des femmes. Vous n'en avez aucune conscience. Ça vous passe à 400 000 au-dessus de la tête. C'est possible. Bah oui. Je Il faudrait sais pas commencer à quel changer de point- paradigme un peu pour se rendre compte de certaines choses. Très bien, Ah, les gars. vous n'êtes pas concerné à titre personnel Ah, mais c'est vrai. par les problématiques. Donc voilà. Ah mais j'entends la question. Alors du coup, je vous invite à découvrir le documentaire Mauvais Genre sur la chaîne Dragon Bleu TV, partie 1, partie 2, réalisé par Sophie Robert, écrit, etc., monté par Sophie Robert aussi. Donc je vous invite à le découvrir. Je vous invite à découvrir la chaîne de Moufette aussi, ça se passe sur Twitch. Je crois que c'est tous les soirs, mais je suis pas sûr. C'est souvent. Voilà, c'est souvent. Oui, c'est souvent. C'est souvent. C'est après-midi et la nuit, des fois. Après-midi et la nuit. La troisième partie, Sophie Robert, ça arriverait quand? Certains m'ont demandé dans le chat. Les gens sont impatients. Avant l'été ou après l'été. D'accord. Ah Je oui. vais essayer de le faire avant l'été. Ok. Bah, bon courage pour le montage, parce que ça demande du boulot. J'espère- Normalement, j'aurai moins de galères que pour la deuxième partie, qui devait prendre 3 mois et qui m'a pris 1 an et demi. Ouais. Pour des, je passe les détails, mais là, normalement, ça devrait être un petit peu plus rapide. Mais c'est. Rendez-vous Voilà, compte de la j'essaie de réalité faire de. ça Voilà. avant C'est compliqué de monter Surtout des l'été, choses. c'est quand même dans 2 mois. Ouais, bon. En Ouais, tout cas, je me.
Au pire, avant Noël peut-être. Au pire en septembre. Voilà. faut jamais donner de date, après les gens ils sont chiants. Ça Mais fait voilà. un peu plus cool. Donc voilà. Voilà. Et ben je remercie Sophie Robert pour sa venue pour Merci. parler de la deuxième partie de Mauvais Genre, et on la retrouvera pour la troisième partie, je pense, et peut-être qu'on fera pas un débat cette fois-ci, peut-être qu'on fera une discussion posée à deux aussi, mais là, je trouvais que c'était intéressant qu'on puisse faire un petit peu la partie 2, hein, le round de 2, et vas-y Sophie. Il y aura une discussion très très marrante à faire avec si des transactivistes ou des transidentitaires acceptent de discuter par l'extrême gauche, le marxisme et le capitalisme forcené, la transidentité. Ça pourrait être cool, ça. En vrai, aborder les questions économiques et politiques, ce serait super drôle. Après, après le capitalisme risque de gagner, hein, je pense, Sophie. Là-dessus, je pense qu'il faut pas se leurrer. Et Oui, après, il y a des gens qui défendent toute la logique transidentitaire du point de vue du marxisme. c'est vrai. Ça peut être intéressant. Bah, au pire, j'en parlerai avec Moufette en privé. Bah, moi, d'autres ça gens, si m'intéresse, moi. Bah oui, je j'en sais. parle, moi. Mais là, ce Alors, soir, le- malheureusement, on pourra pas. alors, Mais au pire, on peut se fixer pour la partie 3. Au pire, on se fait un débat exclusif sur la politisation, etc. Et je te garde Moufette dans mon escarcelle, t'inquiète. De toute façon, Moufette, elle fait partie des bons plans. Bref, Lazio Claudie, je vous remercie à tous. Mettez un pouce bleu avant de partir. On se retrouve demain à partir de 19h. Émission spéciale, on va parler de cannabis. Et ouais, on va parler de CBD aussi. Et on va parler d'égalisation. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? La question se pose. Et oui, je t'ai oublié, mais malheureusement, il est 22h16. Et que après, ça commence à faire une émission très très longue. Et que malheureusement, je ne peux pas les tirer à ce point-là. Pour ma santé mentale aussi. Pensez à moi, pauvre fou. Et je remercie donc Sophie Robert. Je remercie Moufette, Vicou. Je remercie Réal Alouf. Je remercie à tous les intervenants. Et donc, à vous dans le chat. Je vous souhaite à tous une bonne nuit. Et on se dit à demain, 19h. Bisous, à plus tard.